Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur France 3 Alpes pour une émission spéciale élection, 45 minutes pour mieux comprendre les résultats de ce scrutin qui fera date dans l'histoire politique de notre pays et de notre région. Je vous présente tout de suite nos invités. Eh bien, les vainqueurs des grandes villes. D'abord, Michel Dantin, UMP, élu sur Chambéry. Éric Piolle, Europe Écologie Les Verts, on l'attend d'une minute à l'autre, élu sur Grenoble. Un sortant, réélu, Jean-Luc Rigaud, UDI sur Annecy. Et puis Renzo Sully, maire PC, réélu sur Échirolles. Véronique Drapeau, Front National Savoie, l'une des deux élus FN sur Aix-les-Bains, sur l'ensemble du département d'ailleurs. Oui, enfin, Olivier Véran, député PS de l'Isère. Madame, Messieurs, merci. Et à mes côtés, Simon Labouret, notre politologue. Alors, bien entendu, le premier renseignement dans les Alpes, eh bien, c'est la nette victoire de la droite et notamment de l'UMP. L'image symbole, eh bien, c'est celle de Michel Dantin, qui met fin à 25 ans de gestion socialiste sur Chambéry. La nuit a été sûrement courte et aussi parsemée de moments d'émotion. Vous me permettrez d'adresser ces remerciements à ma mère. Voilà. Michel Dantin, la nuit a été courte, j'imagine, et je disais pleine d'émotions. Il y a des moments où Évidemment, on peut bien retenir. Évidemment que c'est un moment d'émotion. C'est aussi une nuit de victoire, donc les minutes couchées sont souvent moins nombreuses que les minutes debout. Alors, on vous connaît, vous, sur la Savoie, autant le personnage d'Éric Piolle est peu connu sur Grenoble, autant vous, en Savoie, vous êtes plutôt connu, agriculteur de formation, vous travaillez à la FDSEA de la Savoie, conseiller général, vice-président du Conseil général de la Savoie, et puis vous devenez en 2009 député européen, suite à la nomination de Nora Berra au gouvernement. Vous profitez justement de cette vague bleue nationale ? Oh, incontestablement, puisque cette vague, comme vous venez de le dire, est nationale. Je pense aussi que cette victoire s'appuie sur le contexte local, car pendant toute la campagne, j'ai été frappé par l'absence de discours sur le national. J'ai eu beaucoup de monde dans toutes les réunions que j'ai faites, et les gens venaient pour poser des questions de bon niveau qui concernaient la ville, l'agglomération. On n'a pas parlé du national, même si le national se retrouve dans les urnes incontestablement. Quelles questions précises alors Des questions, beaucoup de questions sur la situation financière, sur l'endettement. C'est ce que vous mettiez aussi en avant, vous, dans votre programme. Mais je l'ai mis en avant parce que c'était une préoccupation qui était exprimée par les Chambériens, avec une connaissance très précise des chiffres, et puis des questions sur le positionnement de la ville et de l'agglomération dans le sillon alpin, sur les forces et faiblesses, sur les projets à poursuivre, à insuffler pour renforcer la coopération aussi avec l'Italie du Nord. Alors, autre, pas mouvement, mais c'est la victoire de Jean-Luc Rigaud sur Annecy. On va aussi la voir quelques images. Vous étiez, entre guillemets, un peu habitué à ce type de scrutin, puisqu'en plus, vous gagnez assez largement. Et puis, l'issue du scrutin ne faisait guère de doute à l'issue du premier tour. Ceci dit, vous appartenez à une formation différente, l'UDI qui se porte aussi, là, plutôt bien en Haute-Savoie. Elle profite aussi de cette vague bleue. Oui, l'UDI en Haute-Savoie, avec quelques villes fleurons, la ville préfecture, et donc confirme son ancrage sur le sud du territoire. Chamonix, avec mon collègue Éric Fournier, qui a été élu largement au premier tour. Dans la vallée de l'Arve également, Marnat. Et on a élargi l'assise de l'UDI avec une nouvelle ville centriste, Saint-Julien-Genevois, qui, sur le bassin d'Annemasse, commence à marquer une sensibilité centriste. Donc c'est très bien. C'est un mouvement qui s'ancre, qui se réancre après une baisse en Haute-Savoie du centrisme et qui reprend pied petit à petit, j'en suis heureux. C'est un mouvement qui s'ancre au détriment de l'UMP ? Parce qu'on sait que la Haute-Savoie, c'est toujours entre droite. Hein. Aujourd'hui, je pense que l'UMP n'a pas redéveloppé ses positions et c'est vraiment une manière... On a travaillé ensemble, sur un accord UMP-UDI plus équilibré qui correspond, je crois, mieux à la réalité des choses sur ce département. Alors, il n'y a pas que Chambéry et la Haute-Savoie pour exprimer ce vote à droite. Il y a aussi en Isère Bourgoin-Jallieu qui a changé de camp, 6e ville de l'Isère, 23 000 habitants. Le reportage de Florine Eba et Jean-Christophe Solari. Hier soir, la vague bleue est passée par Bourgoin-Jallieu. C'est bien. Bon, t'as vu comment on gagne une élection ? T'as bien suivi ? La liste UMP-UDI de Vincent Schricky a raflé la victoire, avec 15 points d'avance sur son premier rival André Borne, tête de liste PS Union de la Gauche.
c'est beaucoup d'émotions parce que maire, c'est un mandat magnifique. C'est vraiment le mandat de la proximité, du terrain, du concret, de l'action au service des habitants, des Bergaliens. Et donc je suis assez ému et très enthousiaste. Ici, on avait déjà senti le vent tourner dès le premier tour. La tendance du second a confirmé la rupture des Bergaliens avec la politique de gauche ancrée dans cette ville depuis 43 ans. La zizanie entre les deux têtes de liste, André Borne, Union de la gauche, et Armand Bonamy, sans étiquette, a sans doute joué dans les urnes. Ils ont chacun payé cher leur incompatibilité. Monsieur Bonamy, dès le début, avant que la campagne commence, il aurait pu déjà être sur notre liste. Il a souhaité de faire un autre parcours apolitique. Aujourd'hui, on voit qu'il est réduit qu'à 9%. Il n'a plus qu'un élu à la ville de Bourgoin-Jallieu. Il n'est même pas à Capi, donc c'est quand même un échec stratégique qui nous coûte. Mais de toute façon, ça n'aurait pas suffi pour qu'on conserve la mairie. Vincent Schricky, nouveau premier magistrat, aurait pu reprendre à son compte une formule désormais bien connue. À Bourgoin-Jallieu, il semblerait que le changement, c'est maintenant. Retour sur le plateau avec la présidente d'Éric Piolle qui est arrivée un petit peu à la bourre, entre guillemets, comme on dit. Mais merci d'avoir répondu à notre invitation. J'imagine que la nuit a été courte et les sollicitations nombreuses. On revient sur cette victoire de la droite au niveau national, Simon Labouré. Oui, une vague de droite très impressionnante. On est sur l'ensemble de la France à des niveaux supérieurs à 1983, pour donner un angle de référence. 54 villes de plus de 30 000 habitants qui ont basculé de la gauche vers la droite, c'est un record absolu. Il n'y a aucune référence sur la Ve République avec de tels niveaux de basculement. On le voit en Isère, Vienne a été restée à droite dès le premier tour, Bourgoin-Jallieu qui bascule, Voiron qui bascule, sur la Savoie, Chambéry, Albertville également, vraiment une vague qui a tout emporté de façon très impressionnante. Et au fond, le Front National là-dedans n'a même pas vraiment joué son rôle d'arbitre qu'on aurait pu attendre parfois en faveur notamment de la gauche dans certaines villes avec des triangulaires. La droite a tout emporté et même les maires sortants assez bien implantés ont pu être balayés. Olivier Véran, vous êtes le représentant du parti au gouvernement. Le gouvernement doit tenir compte de ce scrutin et rapidement réagir. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que les Français ont adressé un message hier, comme dimanche dernier, un avertissement sérieux à l'égard du gouvernement. Il y aura évidemment une prise en compte de ce message avec des décisions qui seront prises au niveau national. Il ne me revient pas d'anticiper telle ou telle annonce qui pourrait être faite par le président de la République ou par le chef du gouvernement, mais il est certain que le message a été entendu, ça a été dit entre les deux tours. Ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas réussi à mobiliser davantage entre les deux tours de cette élection municipale. Nous avons essayé d'expliquer que si le premier tour avait été un vote message, un vote sanction, le deuxième devait permettre aux citoyens de voter pour un maire, pour une équipe, qui va déterminer pour 6 ans la politique de l'emploi, la politique du logement, la politique des transports, la politique sociale pour la commune. Et j'aurais souhaité qu'il y ait effectivement un rebond pour les forces progressistes au cours de ce deuxième tour. Mais je note que plus qu'une vague bleue, c'est une vague d'abstention, puisque finalement le grand gagnant, c'est l'abstention. Nous avons battu des records. L'électorat de gauche ne s'est pas plus mobilisé, c'est même l'inverse, au second tour qu'au premier tour. Et nous en avons aujourd'hui à constater les conséquences. Ce constat sur l'abstention, on l'entend à chaque scrutin maintenant. Il serait temps de réagir ou de faire en sorte que, je veux dire, on prenne un vote obligatoire parce qu'on a l'impression que plus on va et plus ça se dégrade. Hein. J'ai été sur le terrain pendant plusieurs semaines. Vous savez que je n'étais pas candidat au municipal. Je crois que je suis le seul ici sur le plateau à ne pas avoir été candidat au municipal parce que je suis parlementaire et que je crois profondément au non-cumul des mandats. Mais j'étais quand même aux côtés de mes amis. Leurs combats sont les miens au cours de ces dernières semaines en Isère, aux côtés des citoyens pour essayer de les mobiliser, essayer de comprendre ce qui fait qu'ils ne s'apprêtaient pas à voter ou alors qu'ils n'avaient pas voté au premier tour. Je crois qu'à nouveau, le message est assez clair. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats en termes de politique d'emploi, c'est des résultats en termes de politique sociale. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on redresse la France en mettant davantage de justice sociale. Et c'est pour ça que nous devons, quand je dis entendre le message, c'est que nous devons faire des gestes forts ils l'ont exprimé il y a 2 ans déjà, sociale. Il y a déjà 2 ans qu'ils l'ont exprimé, tout ce que vous êtes en train de dire. Ça fait 2 ans que vous êtes au gouvernement. Vous parlez des élections partielles pour les législatives. Vous savez, je n'ai pas une grande expérience en politique, mais le politologue ici présent, je pense, ne me contredira pas. Les élections intermédiaires après de grandes échéances nationales sont toujours perdues par le pouvoir en place. Elles sont perdues de plus en plus fréquemment, de plus en plus fortement, et en cause l'abstention. Vous dites que l'abstention est toujours une donnée importante au cours des différents scrutins. Oui, mais là, on a atteint un record. Je crois que c'est un record dans la 5e. Donc, ce qui veut dire que nous devons effectivement tous, je dirais collectivement, droite, gauche,
gauche réfléchir aux moyens d'intéresser davantage les citoyens, de leur faire davantage adhérer au projet que nous portons. C'est comme l'élection d'un maire, c'est comme l'élection d'une équipe, c'est une équipe qui est proche des gens pendant 6 ans. Donc forcément, c'est une déception. Éric Piolle, c'est un vote, entre guillemets, sanction pour le gouvernement et aussi contre l'homme politique. À Grenoble, la situation est un petit peu particulière, Oui. puisqu'il y a eu une forte hausse de la participation entre les deux tours, plus 6 points. Et donc on retrouve sans doute, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on retrouve des niveaux de participation qui n'avaient pas été vus ni en 2008, ni même en 2001. Donc ça, c'est plutôt réjouissant pour la démocratie. Ça veut dire que la campagne qui a été menée, qui était une campagne sur des projets, des méthodes, un style politique, effectivement, sur les trois, la façon d'incarner le politique, c'est important, a montré qu'il y avait un intérêt quand même pour cette façon de faire de la politique. Renzo Sully, vous, sur cette nette victoire de la droite, c'est François Hollande qui génère un peu cette réaction-là. Donc, comment vous réagissez, vous? Moi, je Parti communiste. Je crois que ce n'est pas simplement François Hollande. Je crois que c'est la politique du gouvernement qui a été sanctionnée. Ça a été dit, les attentes de 2012, ce n'est pas celles qui sont arrivées. Et je crois que cela a provoqué une immense déception dans les catégories populaires, dans les couches moyennes, parce que les questions de l'emploi non résolues, et on le voit avec la courbe du chômage qui continue de s'aggraver, les questions de la fiscalité qui sont prégnantes sur les catégories des couches moyennes, tout ça montre qu'effectivement, ce n'est pas dans la bonne voie. La question de l'emploi, la question du social, la question du vivre ensemble, ce sont les questions phares qu'attendent les gens et qui ne peuvent pas mettre à l'actif de ce gouvernement. Donc, ce n'est pas une question de changement de Premier ministre, c'est une question de changement de politique qu'il nous faut. Michel Dantin, vous demandez-vous au gouvernement d'agir vite, d'opérer un remaniement? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Quelle serait pour vous la bonne réponse du gouvernement à ce scrutin d'hier? La France a pris depuis 2 ans des voies diamétralement opposées aux politiques qui sont pratiquées dans la plupart des autres pays européens. On voit bien que, notamment dans les pays d'Europe du Sud, il y a aujourd'hui un redressement économique qui est en train de s'opérer. Je pense que la France a besoin de revenir à plus de réalisme et s'il y a changement de Premier ministre, il faut que le Premier ministre fasse preuve de plus de réalisme par rapport à la situation réelle de la France. Il faut qu'on sorte de nos croyances propres et qu'on regarde aussi ce qui se passe autour de nous. Vous exigez pas un remaniement, vous attendez de voir un peu ce que François Hollande va faire. C'est au président de la République de prendre ses quelle est votre position, vous pensez Je pense que la situation est telle qu'il faut effectivement changer le cap qui a été fixé. Et ça passe sans doute par un changement de Premier ministre, mais ce n'est pas mon affaire. Oui, de la même manière. Je crois qu'il est aujourd'hui important que la France prenne conscience de son positionnement en Europe et globalement dans le monde et qu'on revienne à des choses où on retourne dans la compétition internationale. Je crois qu'il n'y a pas de mystère aujourd'hui. On est en difficulté liée à nos organisations sociales internes. Il faut simplifier l'organisation administrative de la France. Des bonnes décisions de principe ont été prises. On ne voit rien arriver sur le terrain. On voit arriver plus au niveau local. Moi, je n'ai pas d'autre pouls que l'ancrage local. Et je me rends compte que les personnes à Annecy vivent de plus en plus difficilement. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Les loyers augmentent, tout augmente et les gens ne bouclent pas les deux bouts. Et ça fabrique après des rejets des partis de gouvernance actuels. Donc il est temps de réagir. Parler de rejet de gouvernance actuelle, c'est effectivement l'émergence du Front National et aussi l'un des enseignements de ce scrutin. Simon Labouret, même s'il n'y a pas une vague... On le voit même sur la ville d'Annecy. Que pour Annecy, c'est important et c'est nouveau. Sur Annecy, c'est ce qui explique d'ailleurs que Jean-Luc Rigaud n'ait pas été réélu au premier tour, comme ça avait été le cas en 2008. Avec, même au second tour, il n'arrive pas à faire cette majorité absolue, avec un score du Front National important qui progresse d'ailleurs entre les deux tours. Donc on voit que cette dynamique de droite, cette dynamique de vote sanction, c'est pas simplement quelque chose qui va sur l'UMP, c'est aussi quelque chose qui profite aussi de façon importante au Front National. Alors dans les Alpes, le Front National est relativement faible, limité, ça ne lui permet pas d'avoir des mairies comme ça peut être le cas dans certaines villes du Sud. Pour autant, il atteint des niveaux importants et dans des sociologies assez différentes. La ceinture rouge à Grenoble, autour de Grenoble, autour d'Annecy, le Nord-Isère, des différences, c'est donc un étalement du Front National aussi. Véronique Drapeau, pour vous, l'objectif est atteint ou peut mieux bien faire? sûr, l'objectif est atteint parce que Marine Le Pen avait dit
qu'on aurait à peu près 1000 conseillers municipaux. On atteint plus de 1300 conseillers, sans compter les communautés de communes. Non, notre pari est atteint. On est vraiment une force extrêmement montante. Et là, on peut dire que c'est vraiment un parti d'adhésion. Hein. Il ne faut plus nous exclure. Et moi, je pense évidemment que M. Hollande devrait faire une loi sur la proportionnelle. Ça me paraît fondamental et urgent pour justement qu'on soit vraiment représenté. Et là, je pense qu'il y aura vraiment une poussée dynamique beaucoup plus importante. L'abstention nous a été aussi assez préjudiciable, ça on le sait très bien. Bon, moi, sur la Savoie, effectivement, il y a eu une seule liste, la mienne. J'en suis un petit peu désolée. C'est peu par rapport à ce qui était annoncé, effectivement, même à Chambéry. Mais bien sûr, mais c'est un travail de terrain. Nous, on part de zéro. Je suis partie de zéro. On ne peut pas comparer des résultats de législatives, des résultats de régionales, Non, les municipales, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune liste Front National. J'étais la seule à pouvoir en monter une. J'ai eu 2 élus. Donc, ça veut bien dire que s'il y avait eu des listes un petit peu partout, on aurait eu plus d'élus. Donc, il faut travailler le terrain. On est encore... il y a des endroits qui sont un petit peu plus difficiles, mais on se rend compte que quand on se donne les moyens de le faire, il y a du retour et il y a des élus. Hein. Donc ça, c'est important, bien sûr. Sur le Front National, on voit que si on reprend par rapport à d'autres élections, notamment les élections de 1995, où il y avait déjà une présence importante en termes de listes et des scores très importants, au fond, on a presque un retour à une situation antérieure qu'une véritable explosion du Front National, en tout cas sur les Alpes. Si on prend une ville comme Bourgoin, par exemple, le Front National en 1995, au premier tour, il arrivait à faire 26%. Il arrivait déjà à faire des scores très importants. Donc on est plus sur un retour à une situation qu'on a pu connaître dans le passé, notamment en 1995, plutôt qu'une nouvelle explosion du Front National. Donc le discours sur le Front National aussi, on n'a pas vraiment de dynamique très très forte par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé là-dessus. Il faut modérer le discours aussi. Parce qu'on est traditionnellement, enfin je parle sur la Savoie, c'est quand même assez centre-droit, hein, je dirais que c'est bien. Donc M. Dore réélu au premier tour, mais ça, c'était pas vraiment une surprise. Je pense que le travail a porté, mais il y a encore du travail à faire, c'est évident. Il y a encore des régions ou des départements où on n'est pas encore assez implanté et il faut travailler. Voilà, c'est tout. Et après, je pense que ce sera assez naturel. De toute façon, déjà, le fait d'être au Front National, on n'a plus cette diabolisation qu'on avait. Vous avez eu du mal à monter des listes quand même. Moi, j'ai travaillé, enfin, je veux dire, ça faisait 1 an que j'étais en campagne. Hein. Le plus dur, ça a été pour nous de monter les listes. Une fois qu'on avait monté notre liste, après, on était sûr d'avoir des élus. C'est le travail, le travail, voilà. Alors, la valeur. À Grenoble, là aussi, il y a une particularité, puisque le Front National recule nettement entre les 2 tours. Et il perd 5 points ou 4 points et quelques. Alors, on reste sur Grenoble, Éric Piolle, parce qu'effectivement, c'est l'autre enseignement, le second enseignement de ce scrutin municipal. L'image symbole, c'est bien entendu la fête des écologistes sur Grenoble cette nuit, qui remporte pour la première fois en France une ville de plus de 100 000 habitants. On voit les images donc d'hier soir. Et cette victoire, c'est également l'avènement d'un homme. Hein. Vous, Éric Piolle, 41 ans, ancien cadre de Hewlett-Packard, qui n'a fait son apparition véritablement en politique qu'il y a 4 ans. Vous deveniez alors conseiller régional. La nuit aussi, j'imagine, a été courte. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui l'ampleur et l'importance locale et nationale qu'a eu ce vote ? Nous nous sommes préparés. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons construit un projet, nous avons construit une équipe et nous avons construit une campagne pour préparer cette élection et pour préparer le mandat. C'est-à-dire que nous avons également préparé le mandat pendant 6 derniers mois. Donc nous ne sommes pas là par hasard. Évidemment, il y a une ampleur, surtout vu la défaite majeure, je pense, pour la gauche au niveau national. Grenoble fait figure de spécificité. Et donc nous sommes bien conscients que les regards sont tournés vers nous, que peut-être qu'ils donnent des espoirs à certains, l'envie de lancer des dynamiques citoyennes aussi, de lancer une vie politique de proximité avec des gens qui avaient un parcours et qui décident de s'engager dans la politique, pas pour en faire carrière, mais pour s'engager dans une fonction. Oui, justement, comment vous, s'est fait ce cheminement-là vous êtes ingénieur à Hewlett-Packard. Bon, vous êtes licencié parce que visiblement, vous avez... C'était après mon élection, ça. C'était après votre élection. Donc, simple conseiller régional. Il y avait derrière vous le désir de faire un parcours politique ? Non, j'ai décidé de m'engager en novembre 2009. En octobre, vous seriez venu, je ne vous aurais pas dit que j'allais faire de la politique. J'ai décidé de m'engager au sein d'un groupe, Europe Écologie, qui s'ouvrait à l'extérieur. Nous avons eu 37 élus, dont les 2 tiers n'avaient pas de mandat, et dont plus d'1 tiers venaient comme moi de la société civile.
Et on m'a confié assez vite des responsabilités, puisque j'ai été dans les 5 qui ont négocié l'entre-deux tours dans la majorité actuelle du Conseil régional. Et j'ai été élu coprésident du groupe écologiste au Conseil régional. Cela montre que des gens qui arrivent de l'extérieur peuvent assumer des responsabilités. Et voilà. Mais votre nomination en tête de liste était donc naturelle ou... Je pense que j'ai été sollicité. Une fois qu'on m'a vu travailler, certains se sont dit que j'avais un profil qui correspondait peut-être à l'image de Grenoble, qui correspondait peut-être à des capacités à la fois d'animation de terrain, d'animation d'équipe et de construction d'une vision à long terme. Ce mélange-là, quand j'ai été sollicité, j'ai répondu présente. J'ai dit oui, effectivement, ça ne me fait pas peur d'être maire, je m'y vois, il n'y a pas de souci. Oui, ça m'intéresse et donc je me suis lancé dans l'aventure pour construire une dynamique de victoire non pas pour être maire, mais pour porter... À quel moment vous y avez cru ? Quand j'ai décidé de répondre à la sollicitation, en l'occurrence de Maryvonne Boileau, il y a déjà, juste après les élections régionales, quelques mois après les élections régionales, à partir de ce moment-là, je me suis donné comme objectif, et il y a eu une grande équipe qui s'est donné cela comme objectif, de cultiver les valeurs des écologistes à Grenoble, ce sens de la capacité de travail, les compétences, ce sens de l'intérêt général, et de porter une dynamique au-delà des étiquettes de construction. Ce n'est pas un phénomène soudain, il y a eu une maturation, il y a eu un vrai travail de plusieurs années. Oui, et je pense qu'il y a un travail des prédécesseurs, des mouvements citoyens et des mouvements écologistes à Grenoble, dont le sens de l'intérêt général n'a jamais fait défaut, que cela soit pour battre la corruption d'Alain Carignon, pour remunicipaliser l'eau, ou même les combats plus anciens d'Hubert Dubedou, qui avait aussi un parcours peut-être atypique dans le monde politique. Une anecdote, dans votre parcours, vous êtes originaire du Sud-Ouest. J'ai lu que vous étiez dans le même lycée que Hubert Dubedou. Oui, j'ai effectivement fait mes études dans le même lycée qu'Hubert Dubedou, oui. Alors évidemment, votre élection a fait grand bruit et suscité beaucoup de commentaires. Le plus virulent, sans doute, est celui de Bernard Accoyer hier soir sur notre plateau lors de notre soirée électorale. Je vous propose de l'écouter. On a entendu un extrait dans le journal de midi. Là, c'est dans son intégralité. Je vous propose de l'écouter, vous réagissez après. Très bien. Les Verts sont, encore une fois, je le répète, un parti qui est un parti destructeur, une sorte de secte qui, sur les peurs, fait bouger les lignes et arrive à convaincre un certain nombre de Français. On le voit ce soir à Grenoble. Cette situation est extrêmement grave. Et à un moment, il faut avoir un petit peu de courage politique et dire, comme le fait la droite avec l'extrême droite, et dire qu'on ne peut pas s'allier avec n'importe qui. C'est ce qu'a fait le maire sortant de Grenoble. En ce sens, il a eu raison. Et le Parti socialiste a probablement eu tort de ne pas avoir le courage de lui garder son soutien. Alors, je reviens sur les Verts et le Front National, quand même. On revient sur les estimations du vote à Grenoble. Ce sont deux partis qui ne sont pas républicains. Le premier... Il y a plein de choses, mais pas ça. Mais je le maintiens. Le premier, parce que c'est un parti qui joue sur les peurs de l'étranger, c'est un parti qui a des sympathies qui sont absolument inadmissibles, mais le deuxième n'est pas un parti démocratique. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il joue sur les peurs, sur la manipulation, il affirme des contre-vérités, notamment scientifiques, et vous connaissez bien ça, Monsieur Brottes. Et après cela, si ces peurs ne suffisent pas, je pense pas que ça soit un des mensonge. menaces. Et si ces menaces ne suffisent pas, la violence, c'est l'affaire des faucheurs volontaires. Eh bien, il faut le dire, parce que c'est ça qui est le problème de la France aujourd'hui. Éric Piolle, la charge est sévère. Monsieur Accoyer, c'est sans doute un brave garçon, mais je pense que cette façon de caricaturer la vie politique conduit à la fois à l'abstention, conduit au dégoût des citoyens pour la vie politique. Ça fait maintenant 40 ans que nous vivons dans une crise extrêmement sévère. L'UMP et le Parti socialiste, tous les deux avec des moyens différents, qui sont, enfin moi, clairement, vous savez mon espace de travail, donc je ne mélange pas du tout l'UMP et le Parti socialiste, mais nous disent tous les deux, gérons la crise en attendant le retour de la croissance. Donc la croissance dans les années 60 c'était 5,9%, dans les années 70 3,9%, dans les années 80 2,5%, dans les années 90 1,9%, dans les années 2000 1,5%, dans les années 2010 nous serons en dessous des 1%. Ces braves gens nous disent tous gérons la crise en attendant le retour de la croissance. Peut-être qu'il est temps de construire un modèle basé sur les besoins fondamentaux de nos concitoyens, l'alimentation, les déplacements, le transport, la sécurité, l'éducation, et de mobiliser l'intelligence humaine sur les grands défis de l'humanité du XXIe siècle, qui ne sont pas des points de croissance, qui sont comment on économise l'eau, comment on économise les matières premières, comment on économise l'énergie, comment on économise les terres arables, comment on entretient la biodiversité. Je crois que c'est cela le défi du XXIe siècle, et il me semble que ces gens-là passent à côté de la réalité de la vie politique et de l'enjeu pour l'humanité des décennies à venir. Michel Dantin. Je crois que la préservation des ressources naturelles est un
point qui est aujourd'hui partagé par les partis politiques. Dire qu'une société peut vivre sans croissance, ça me paraît quelque chose de grotesque. Je crois que j'ai un vieux parlementaire savoyard qui disait que la croissance est à la société ce que le sucre est au corps humain, c'est-à-dire qu'il en faut un minimum pour que la structure tourne et que les gens s'épanouissent. Mais ça veut pas dire... Au bout de 40 ans, vous n'essayez de faire que ça. Au bout de 40 ans, vous n'y arrivez pas. Changez d'objectif ou allez faire autre chose puisque vous n'y arrivez pas. Quittez la scène politique. Écoutez, on ne peut pas toujours essayer de faire la même chose, rater en permanence et dire qu'on va continuer. Je viens d'un département où nous avons conduit une politique environnementale qui a été considérée comme exemplaire depuis très longtemps. Et pour autant, c'est un département qui a continué à évoluer. Donc je crois qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Il faut trouver la voie médiane qui permette de créer les conditions de l'épanouissement, de la fierté et du respect de chaque être humain. C'est ce qui me paraît être important. Là, nous avons un point de consensus, et donc c'est sur ces sujets-là, ces sujets de la vie quotidienne, comment permettre à chacun de développer une vie digne et pleine, lui donner les moyens dans sa vie quotidienne de libérer son énergie pour des projets qui soient associatifs, culturels, économiques. Nous avons un point de consensus, donc il y a aussi des espaces de travail que la classe politique doit pouvoir cultiver. Oui, à Annecy, je prends l'exemple que je connais bien, l'environnement est non pas une seconde nature, mais notre préoccupation quotidienne. On a la prétention, dans le mandat qui vient de se terminer et qui m'a reconduit dans les fonctions de maire, qu'on a donné du sens à l'environnement et à l'écologie, avec justement la mise en place de, par exemple, le Club Climat, un des espaces de discussion très ouverts, où on associe l'entreprise, l'emploi et le développement économique avec la préservation des espaces naturels et agricoles, et on sait ce que ça veut dire avec le lac et la préservation des bords du lac. Donc je crois que ce n'est pas un modèle exclusif, et je crois que quand j'écoute les uns et les autres, avec les oppositions toujours stériles, eh bien là aussi on est dans le rejet de la classe politique. Rassemblons-nous au moment où la France en a le plus besoin, et rassemblons-nous forcément sur des valeurs centristes. Olivier Véran, oui, Sur ces questions, je crois que tout le monde... Au moment des élections... Tout le monde est écologiste, vous voilà, avez dit, essaye de repeindre en vert son programme, son attitude, ses villes. La question du développement durable, ce n'est pas une question qui se réduit simplement à la question environnementale, qui, bien entendu, est un facteur essentiel, mais c'est quel développement économique et quel développement social. Parce qu'aujourd'hui, on constate quoi? Et c'est une part de l'abstention. C'est qu'est-ce qu'on dit aux jeunes de nos quartiers qui sont à 40% demandeurs d'emploi à plus de 25 ans? Qu'est-ce qu'on dit à nos retraités à qui on a continué à amputer les retraites? Qu'est-ce qu'on dit pour la réindustrialisation de la France? L'écologie ne répond pas à ces questions. Oui, non, mais vous savez bien le travail que la ville d'Échirolles a fourni sur ces questions. Moi, je ne suis pas loin de partager ce qui a été dit. Je dis simplement que ramener la question du développement durable, la question du modèle simplement à une question environnementale, ça ne suffit pas. Il y a la question environnementale, il y a la question du modèle économique et il y a la question sociale qui est prégnante. Et c'est là-dessus que sur ce deuxième tour, les électeurs et les électrices ont sanctionné le programme du gouvernement. Après, au niveau local, effectivement, il y a des choses qui se font de bien dans beaucoup d'endroits, je veux dire. Olivier Véran, Jérôme Safal, dans l'entre-deux-tours, a beaucoup agité le chiffon rouge de la décroissance ou justement de la politique non économique des écologistes, avec, en agitant un petit peu les peurs sur les chaînes d'entreprise et le milieu économique grenoblois. Au-delà des questions de chiffon rouge ou de peur, je crois que Grenoble est une ville qui s'en sort plutôt pas mal. C'est une ville qui est accessible, qui est primée en termes d'accessibilité. C'est une ville qui est primée en termes d'innovation, la 5e ville la plus innovante au monde. Et je crois que c'est une ville, c'est un écosystème, pas qu'une ville, une métropole, un bassin de vie, un bassin d'emploi, qui a su montrer qu'un modèle basé sur la croissance était un modèle créateur d'emplois, puisque le taux de chômage est nettement inférieur à la moyenne nationale, même s'il reste évidemment trop élevé à Grenoble. C'est un modèle qui s'est construit sur l'idée de croissance, sur l'idée d'innovation, sur l'idée d'une politique tournée vers l'avenir, sur une politique d'export. Vous allez à Innovalet, à Mélan ou à Montbonneau, vous allez à Minatec au CEA, vous allez voir des entrepreneurs, vous allez voir des ingénieurs, vous allez voir des salariés, des techniciens qui travaillent sur un modèle d'export, un modèle de production de richesse, donc c'est un modèle de croissance. Je crois
qu'il faut être extrêmement, et je comprends en cela les avertissements qui ont pu être donnés par Jérôme Safar, je crois qu'il faut être extrêmement prudent, ne surtout pas casser quelque chose qui fonctionne, qu'on a mis une dizaine d'années à construire et bien au-delà. C'est pas moi, hein, c'était l'exécutif qui a été certes sanctionné hier, mais je crois que le modèle économique, et moi je ne suis pas inquiet sur l'avenir du système, du modèle économique grenoblois, sur l'avenir de l'emploi à Grenoble. Non mais attendez, justement, il ne s'agit pas de jouer sur les peurs, mais attention, la décroissance n'est pas la solution à Grenoble, hein, certainement pas. Rassurer un peu tout le monde sur vos intentions. Personne autour de cette table ne prône la décroissance. Ce n'est prôné que par des gens qui caricaturent les positions pour des instrumentalisations politiques qui, de fait, n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, pendant cet entre-deux-tours, effectivement, il y a eu ce chiffon rouge qui a été agité. Les chefs d'entreprise m'appelaient pour me dire que, évidemment, ce n'était pas le rôle d'une entreprise de prendre position en politique, qu'ils trouvaient ces sollicitations aberrantes, qu'ils connaissaient mon efficacité. Je suis sans doute le seul autour de cette table à avoir été cadre dirigeant dans une grande entreprise. J'ai créé une PME avec des chercheurs de l'INRIA. Les gens qui sont aujourd'hui dans des fonctions de direction dans les entreprises du bassin grenoblois, que cela soit des PME ou des grands groupes, sont maintenant des gens de ma génération ou un petit peu au-dessus qui me connaissent, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc ils ne voient pas du tout notre arrivée comme un souci. Ils connaissent au contraire notre efficacité, notre capacité de travail et notre capacité à créer de la vision collective. Est-ce qu'ils ne craignent pas plus vos partenaires du parti de gauche ? Je ne crois absolument pas. Je crois qu'il y a cette dynamique collective, cet espace de travail collectif. C'est comme si vous disiez au Parti socialiste qu'avoir des communistes sur leur liste fait épouvantail. Ça, c'est les discours qu'on entendait chez les Giscardiens à la fin des années 80 quand Mitterrand est arrivé aux manettes. Mais ça n'a plus cours. Donc il y a aujourd'hui à la fois l'entretien, la continuité de l'action publique, ce modèle qui ne remonte pas à 10 ans, qui remonte à bien plus longtemps que cela à Grenoble, et s'appuyer, et même avant les instruments européens, et s'appuyer sur la diversité des talents et des compétences des Grenoblois pour que chacun se sente reconnu et puisse libérer son énergie. Je voulais hocher la tête, Olivier Véran, à l'évocation du parti de gauche sur Éric Piolle. Vous craignez, vous, les partenaires d'Éric Piolle ? Je vous dis, je ne joue pas sur la peur et sur la crainte. Je n'ai pas de crainte particulière, je ne suis pas aux responsabilités. Je dis juste qu'effectivement, je n'ai jamais caché le fait que je voyais, avec un petit peu de circonspection, un assemblage de différentes tendances et sensibilités. Il revient maintenant à Éric Piolle, qui a été élu, c'est incontestable. D'ailleurs, je l'ai félicité hier soir pour sa victoire à Grenoble, de mettre en place une majorité. Ce que je souhaite, c'est que tout soit fait pour conserver le modèle grenoblois, qui est un modèle qui est considéré comme un exemple, je vous le dis, nationalement, en Europe et ailleurs dans le monde. Mais voilà, je crois que tout le monde doit aller dans la même direction. Ce qui nous importe, c'est l'emploi. Peut-être dire un tout petit mot aussi, parce qu'on a parlé rapidement du national tout à l'heure, dire qu'on ne peut pas non plus nous faire porter tout le chapeau de la misère du monde. Nous avons quand même trouvé la France dans un état extrêmement critique il y a 2 ans, avec une dette qui avait explosé de 600 milliards d'euros. Il faut quand même se souvenir qu'en 2012, l'un des principaux motifs pour entraîner les électeurs vers les urnes, c'était de réduire la dette. Non, mais je pense que c'est important quand même. On ne peut pas non plus balayer d'un revers de la main le contexte dans lequel l'arrivée de François Hollande s'est faite au pouvoir. Hier soir sur Grenoble, Michel Dantin, Jean-Luc Rigaud et Véronique Drapeau, comment vous regardez cette situation et quel est pour vous l'enseignement que vous retirez du scrutin grenoblois ? Qu'une succession se prépare et que manifestement, à Grenoble, la succession n'a pas été préparée par la majorité sortante dans de bonnes conditions. Je crois qu'après, le contexte local est toujours très difficile à analyser quand on est à l'extérieur. Et par respect pour les différents acteurs, je ne pense pas qu'il soit possible de Chambéry d'en dire plus. Moi, déjà, un premier renseignement. Quand on est rassemblés, on est plus fort. Vous avez eu un fort vote écologiste sur les cantonales, vous, moins sur les municipales. Beaucoup moins, c'était un contexte. Mais c'est aussi une force qui émerge en Haute-Savoie et sur votre ville. Elle est très présente, l'écologie, à Annecy et sur les bords du lac d'Annecy, évidemment. Et vous dire que l'enseignement, c'est qu'on est mieux rassemblés que divisés. Nous, on a fait un rassemblement autour du centre et du centre droit, large, parce que dans mon équipe, il y a des écologistes également. Et donc, c'est quand même préférable. Et puis, la continuité de l'action publique est toujours porteuse pour un bassin de vie. Véronique Drapeau. Nous, sur Aix-les-Bains, en fait, les écologistes étaient sur la liste avec le Front de gauche et ça n'a pas bien fonctionné pour eux. Mais en même temps, l'écologie, je considère que c'est un problème qui nous concerne tous. Donc, voilà, on verra bien comment ça se passe sur Grenoble. Voilà. On verra pour la suite, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de pérenne. D'ailleurs, on voit bien, il y a eu une liste, donc voilà. Quels ont été les 3 éléments de cette surprise, quand même, il faut le dire, de cette victoire d'Éric Piolle sur Grenoble? Tout d'abord, vous avez une dynamique nationale très forte qui fait que le Parti socialiste est plus faible que ce qu'il a pu être par le passé. Ça, c'est un premier point important. Mais ce n'est pas le point décisif, à mon avis. Le point décisif, ils sont 2.
d'une part, la personnalité d'Éric Piolle qui a permis à l'autre gauche, qui est là depuis des années à Grenoble, de se rassembler autour d'une personne qui pouvait avoir le costume de maire. Et une élection municipale, c'est avant tout élire un maire, élire un gestionnaire, élire au fond le patron de la ville. Et ça, c'était un élément essentiel. Et le deuxième point, c'est le fait qu'il y a un ancrage dans cette ville depuis des années, une autre gauche, alors avec une nature écologique importante, mais qu'on revoyait déjà dès 95, 2001, également en 2008. Et cette gauche, autre gauche, a profité aussi d'un essoufflement, d'un épuisement, d'une usure du système socialiste local. Et on le voit, c'est pas simplement à Grenoble, aussi le président de la métro qui est balayé dans sa ville. Éric Piolle, quelle est la mesure symbolique que vous souhaiteriez prendre dès votre prise de fonction qui dirait « Ah, là, on est en train de changer d'air », entre guillemets? Alors vendredi, ce sera le conseil municipal d'installation et nous prendrons deux mesures auxquelles nous étions engagés. La première, c'est que le conseil municipal sera diffusé sur Internet en direct. La deuxième, c'est que nous baisserons les indemnités des élus qui avaient été augmentées de 25% en 2008. Il faut que les règles de la vie de monsieur et madame tout le monde s'appliquent également à la vie publique et s'appliquent aux élus. J'annonce aussi que cette passation de pouvoir sera retransmise en direct sur notre site internet France 3 Alpes. On termine cette émission sur les enseignements au niveau de vos formations politiques que vous enseignez. On a l'impression qu'il y a une redistribution des cartes qui s'est faite, qu'en tout cas que les états-majors parisiens avaient des stratégies bien définies et qui ont explosé sur le terrain. Michel Dantin, est-ce que l'UMP n'échappera pas elle aussi à un repositionnement ou à un repositionnement, à des clarifications de position? Je pense qu'en politique, la priorité, c'est le terrain. Le terrain, c'est dans cette élection la commune, les réalités communales. Je pense que des stratégies nationales peuvent être viables pour des élections comme les élections législatives, mais que la réalité d'un point à l'autre d'un même département est complètement différente. Et que les questions de vie quotidienne qui concernent les citoyens amènent à des jeux et à des positionnements qui sont différents. Quand je parle de positionnement, je parle justement de l'UMP avec le Front National. On a vu qu'il y a eu des accords point par point au niveau local dans certains endroits. Est-ce que nationalement, là aussi, il faudra faire une clarification ? Il faudra tirer enseignement des décisions qui ont pu être prises ici ou là. Je vous avoue que, compte tenu de mon investissement personnel à Chambéry, je n'ai pas eu beaucoup de temps de regarder ce qui s'est passé ailleurs et j'ai besoin de quelques heures pour pouvoir, tranquille, pour pouvoir